Bonjour à tous, je suis M. Assi Meksan, responsable du pôle environnement et changement climatique pour ICA. Pour ceux qui ne savent pas, ICA, c'est l'association des boursiers Chevening qui, au compte de ses activités, a prévu de sensibiliser sur les enjeux du changement climatique et de l'environnement. C'est pour cette raison que nous avons identifié comme première activité une sensibilisation sur les enjeux de l'économie circulaire. Pour cette activité, nous avons l'honneur et l'immense plaisir d'accueillir avec nous Madame Nora Monet, qui est experte en économie circulaire et qui nous permettra d'en connaître un peu plus sur le sujet. Bonjour Madame Nora Monet. Bonjour Monsieur Assi. Comment allez-vous? Je vais bien, merci, et vous? Bien aussi. Merci d'avoir accepté de venir à l'invitation. Plaisir partagé. Le plaisir est pour moi. Pour ne pas faire trop long, je préfère vous laisser la possibilité de vous présenter pour que tout le monde puisse savoir qui vous êtes. Merci beaucoup Monsieur Assi. Donc moi je suis Nora Monet. Ça fait 8 ans que je suis experte en économie circulaire et du coup je suis en charge des projets innovation et recherche à la cellule économie circulaire de la primature de Côte d'Ivoire. Wow, ça c'est vraiment de l'expertise. Je suis totalement convaincu que avec ce qu'on aura aujourd'hui, le monde saura ce qu'on appelle l'économie circulaire. J'espère aussi parce que j'avoue que c'est un sujet assez méconnu de beaucoup d'Ivoiriens et encore de beaucoup de pays africains. Si on devait aller droit au but, qu'est-ce que l'économie circulaire et pourquoi on devait embrasser cette économie circulaire-là? Très bonne question. Alors j'ai l'habitude en tout cas j'aime bien utiliser les quelques paroles d'un chanteur ivoirien qui dit quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend, torchon peut devenir serviette. Je trouve que c'est une belle illustration de ce que c'est que l'économie circulaire de manière très terre à terre. C'est-à-dire que l'idée c'est de pouvoir prendre conscience que ce qu'on jette a encore de la valeur et peut servir à faire d'autres choses et peut même avoir une valeur ajoutée en fait. Mais souvent, les populations assimilent l'économie circulaire au recyclage, alors qu'en fait, c'est vraiment un modèle économique de développement. Il est basé sur à peu près trois grands principes, on va dire. Donc, il y a le principe de la préservation de la ressource, tout ce qui est approvisionnement durable, tout ce qui est approvisionnement renouvelable, tout ce qui permet en fait d'éviter d'aller extraire des matières premières. Mais on est plutôt dans une logique de pouvoir produire des éléments avec la ressource qui est déjà présente, qui est déjà extraite en fait. Voilà. Okay. Le deuxième principe va être l'allongement de la durée de vie. Parce qu'on a tendance à beaucoup plus jeter que nécessaire, surtout dans les pays développés. En Afrique, on a encore la chance, en Côte d'Ivoire aussi, d'avoir encore ce réflexe-là d'aller réparer ou bien de donner ce qu'on n'utilise pas à la famille ou au village, etc. Mais l'idée principale, c'est de pouvoir maximiser l'utilisation des biens et des services avant de devoir s'en débarrasser, si on peut dire ça comme ça. Et le troisième principe principal, c'est qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on s'en débarrasse? Parce que l'idée, c'est que ça puisse venir refermer la boucle pour avoir cette circularité-là. Que de l'extraction, enfin que de la ressource en tout cas, on puisse revenir à la ressource en gardant une valeur économique à chaque étape. Et pourquoi est-ce que c'est important de pouvoir transiter là-dedans? C'est parce que aujourd'hui, les modèles de développement économique qu'on connaît sont des modèles où on extrait de la ressource, on produit des biens, on les vend, et une fois que c'est vendu, on les jette. Donc on a d'une part les ressources qui diminuent, on a d'autre part la quantité de déchets qui augmente. Sauf qu'aujourd'hui, on sait que les ressources de la planète sont limitées. On sait qu'il y a des enjeux géopolitiques en termes de ressources. On sait aussi qu'il y a une croissance démographique forte mondiale. Je crois qu'on s'en va dans les 7-8 milliards d'habitants. Au bout d'un moment, il n'y aura plus assez de ressources parce que les besoins de consommation ne vont faire que croître. Et si ça croît, si les besoins de consommation croient
dans le même modèle qu'on appelle le modèle linéaire que je viens de vous citer, et que derrière, les déchets continuent de s'accumuler, qui sont remplis de ressources du coup qu'on n'utilise plus, on va se retrouver face à un gros problème mondial. Ça, c'est assez clair. Moi aussi, je dois avouer que pour moi, l'économie circulaire, je la résumais en recyclage. Mais là, il y a beaucoup d'enjeux, beaucoup d'éléments à prendre en compte. Selon votre expertise, est-ce que le monde en est conscient? À la fois le monde développé, le monde sous-développé, en particulier la Côte d'Ivoire, est-ce qu'on est conscient de ces enjeux-là? Le monde en est conscient, Ok. oui. Les pays développés s'en sont rendus compte plus rapidement qu'en Afrique parce que ils ont développé cette économie linéaire-là et ils ont eu une croissance exponentielle. Et en fait, ils sont arrivés à un niveau de croissance un niveau de développement économique qui ne croît plus, qui stagne en fait. Donc ils se sont rendus compte que le modèle a ses limites. Ici, en Afrique, de manière générale, ça fait déjà partie de nos mœurs. On n'avait pas besoin d'entendre économie circulaire pour déjà consommer naturel, euh, avoir ces habitudes de réparer, de valoriser les différentes choses à travers l'artisanat qui est très développé, etc. Mais au niveau, on va dire, institutionnel, déjà, en Europe, il y a beaucoup de pays qui ont établi des lois, qui ont créé des ministères. euh, et ce qu'on peut dire au niveau de l'hémisphère nord, c'est que tous les principaux bailleurs de fonds ont intégré des clauses d'économie circulaire dans leur financement vert et les financements climatiques. Donc ça, c'est devenu maintenant une norme là-bas. Ce qu'on peut dire pour nos pays africains, c'est que depuis, on va dire, 2 ou 3 ans, il y a un réel engouement pour institutionnaliser l'économie circulaire. Déjà, l'Union africaine a fait une politique africaine en matière d'économie circulaire. Et on a au moins une quinzaine de pays qui ont fait des stratégies nationales ou des feuilles de route nationales en matière d'économie circulaire pour déjà institutionnaliser le concept dans leur pays. Il y a beaucoup d'initiatives en Afrique qui ont été mises en œuvre, notamment par exemple au Rwanda. Ils ont réussi l'expérience d'arrêter les sachets plastiques, par exemple. Et dans d'autres pays, ils sont en train d'expérimenter ce qu'on appelle la responsabilité élargie des producteurs, qui dit que c'est pas parce que je mets un produit sur le marché que je n'ai plus aucune responsabilité de l'impact qu'il va causer une fois que l'utilisateur aura fini de l'utiliser. Donc du coup, comment est-ce que en tant qu'entreprise, je pense à ça? Quelle est ma responsabilité derrière? Et comment je prévois des petites contributions financières que je vais reverser à un organisme qui va s'occuper, lui, de limiter l'impact de mon produit sur l'environnement, le collectant, soit en me le ramenant pour que je puisse le reconditionner, le remettre dans mon circuit, ça me fait économiser aussi de la ressource, soit en trouvant des voies de valorisation pour que dans tous les cas, on puisse continuer de préserver la ressource qui a été utilisée. Donc voilà ce que je peux dire un peu pour le côté Europe et puis le côté Afrique en général. Maintenant pour la Côte d'Ivoire. Je suis la Côte d'Ivoire. Je pense que dans votre propos, vous avez mentionné que naturellement, on adoptait beaucoup plus cette économie circulaire de par notre passé, de par notre manière de vivre. Est-ce qu'il suppose que certainement, ici, il y a peut-être des éléments pour la Côte d'Ivoire? Bien sûr, bien sûr. Déjà, juste pour l'histoire, l'économie circulaire, c'est nos traditions. Voilà. Quand on mange dans l'assiette en terre, quand on boit dans la calebasse, on est dans des ressources qui sont renouvelables. Voilà. Quand on mange bio, naturel, on est voilà, dans une vie déjà qui n'a pas de pollution où naturellement on utilise l'économie circulaire de la nature. Parce que la nature, c'est le meilleur exemple d'économie circulaire. Cependant, avec l'évolution sociétale, le pouvoir d'achat qui augmente, la mondialisation, ce qu'on voit à la télévision, on a tendance à laisser toutes ces habitudes-là Copier. pour aller rentrer dans l'économie linéaire qui est du coup l'économie mondiale. Et j'aime bien prendre l'exemple des langes que nos mamans ou nos grands-mères utilisaient. Aujourd'hui, les populations qui ont un peu de moyens, elles vont plus s'embêter à prendre des langes lavables, elles vont aller acheter les couches jetables. Alors qu'en Europe, ils sont en train de faire des politiques pour interdire les couches jetables dans les crèches,
dans les écoles, etc., pour vraiment faire en sorte que les Européens reviennent aux couches lavables quand nous, on est en train de laisser nos bonnes pratiques exemplaires pour aller vers Ouais. le modèle qui, eux, n'a pas marché. Il y a certains pays en Europe où il n'y a plus de métier, il n'y a plus de réparateurs. C'est maintenant, depuis que l'économie circulaire est institutionnalisée, que certains commencent même à former, ils font des ateliers pour former les populations à la réparation, tellement il n'y a pas ce... Le métier a complètement disparu. Donc, pour justement, on va dire qu'en Côte d'Ivoire, on a eu beaucoup de chance, parce qu'aujourd'hui, il faut vous dire qu'on est l'un des pays les plus avancés en matière d'économie circulaire au niveau institutionnel. Déjà, euh, on a eu la chance depuis, je pense, en 2017 et 2018, lorsque le Premier ministre était ministre-gouverneur d'Abidjan, il a déjà eu les notions d'économie circulaire et il a vraiment très rapidement compris en fait les enjeux, ce que ça pouvait apporter à la Côte d'Ivoire. Et donc, vers 2020, il a créé l'Institut de l'économie circulaire d'Abidjan. Donc c'est vraiment le premier organe administratif à l'échelle d'un territoire dédié à l'économie circulaire. Donc en termes d'initiative, euh, le territoire du district d'Abidjan a pu avoir une stratégie territoriale d'économie circulaire. Et de mon parcours professionnel, je pense que c'est le seul territoire africain qui a pu avoir une stratégie territoriale d'économie circulaire et un institut d'économie circulaire. Donc plusieurs projets démonstratifs ont pu être faits euh, au sein de l'Institut de l'économie circulaire, comme les mouches soldats noirs. Je ne sais pas si vous connaissez ça, mais c'est c'est un élevage d'un type de mouche bien spécifique qui se nourrit de déchets organiques, qui fait des larves qui sont très riches en protéines, qui peuvent servir pour la pisciculture, pour l'aviculture, etc. C'est non invasif, ça ne boit que de l'eau, c'est pas les mouches qui sont sur la viande ou sur les déjections, là, c'est vraiment pas ça du tout. Et ça permet de résoudre un problème de gaz à effet de serre au niveau de la décomposition des déchets organiques et de produire non seulement une source de protéines très, très riche et très importante pour la pisciculture, l'aviculture, etc. Et de générer aussi, on appelle ça un frass, c'est un espèce d'engrais qu'on peut utiliser pour épandre les sols et puis mieux structurer les sols. En 2023, notamment en décembre, on a pu observer le discours du président de la République, discours de fin d'année, de nouvel an du président de la République. Euh, et j'aimerais vous lire un petit passage où il mentionne justement l'économie circulaire, si vous me le permettez. Oui, bien sûr. Il s'est exprimé en ces termes. J'ai demandé au Premier ministre d'impliquer les ministres gouverneurs des districts autonomes et les élus locaux dans le suivi des projets exécutés dans les régions et localités en vue de parvenir à l'autosuffisance pour les principales denrées alimentaires que nous consommons. Enfin, un accent particulier sera mis sur l'économie circulaire qui renforce notre engagement dans la lutte contre les changements climatiques et offre des opportunités pour une exploitation plus large de nos richesses issues de l'agriculture. Donc déjà, on constate qu'en Côte d'Ivoire, on a eu Un engagement fort. un engagement fort politique déjà depuis 2024. Et le président s'est encore exprimé le 18 juin 2024 au Parlement, où il s'est exprimé en ces termes. Je vais vous lire rapidement. Nous veillerons à faire de l'économie circulaire un véritable instrument pour allier la prise en compte des questions environnementales dans la redynamisation du secteur secondaire dans ces villes à travers la création de nouvelles activités au profit des jeunes et des femmes. Donc 2 fois de suite dans la même année, le président de la République a vraiment mis l'accent sur l'économie circulaire. C'est ainsi que sur instruction du président, le Premier ministre actuel, qui est l'ancien ministre-gouverneur d'Abidjan, il a instauré en octobre 2024, donc dans la même année, une cellule dédiée vraiment à l'économie circulaire, qui a pour but d'accompagner le pays vers cette transition-là. Parce qu'il faut qu'on puisse vraiment arriver à un développement économique qui permet de régénérer, qu'on appelle aussi économie régénérative, en fait, finalement, qui permettra de préserver la ressource, d'avoir un meilleur impact environnemental, d'atteindre nos objectifs au niveau des changements climatiques, des objectifs de développement durable. À cet effet-là, de positionner l'économie circulaire à ce niveau d'importance dans un pays
euh, la Côte d'Ivoire a pris en fait un espèce de lead sur beaucoup, beaucoup de pays. Je pense que sur la majorité même des pays. Et ce qui est le plus surprenant, c'est que il y a un document que la Côte d'Ivoire a élaboré qui s'appelle Côte d'Ivoire Prospective 2040. Où dans ce document-là, dans l'hypothèse la plus favorable, la Côte d'Ivoire devient leader africain de l'économie circulaire en un quinquennat. Et c'est le quinquennat 2025-2030. Ok. Donc c'est pour dire qu'on est vraiment aligné dans la vision que l'État avait prévue depuis. Et tout se met en place pour que vraiment on prenne qu'on soit un exemple en fait d'économie circulaire. Et je pense que euh, tous les pays devraient prendre conscience, comme la Côte d'Ivoire, de l'importance de l'importance de transformer en fait notre économie actuelle pour pouvoir permettre aux populations même d'être beaucoup plus j'aime pas trop le terme résiliente, mais en tout cas beaucoup plus stable, beaucoup plus forte, beaucoup plus voilà, épanouie dans leur pays, si je peux dire ça comme ça. En tout cas, de bénéficier des retombées économiques, sociales et environnementales. Ça, c'est vraiment encourageant. C'est vraiment encourageant. Je pense que ça montre certainement que cet enregistrement, ce podcast est bienvenu pour éduquer, pour faire encore un peu plus de pédagogie, à la fois sur ce qui est fait et sur même l'importance de ce sujet-là. Je suis sûr que vous avez forcément des défis Ah oui. ouais, qui sont propres à la Côte d'Ivoire et même des défis même que les autres pays qui sont sur le chemin aussi expérimentent. Est-ce que, quels sont ces défis-là, par exemple, que vous pouvez mentionner? Les principaux défis qu'on va avoir, c'est surtout au niveau du cadre institutionnel. Ok. Bien qu'il y ait un engagement, bien qu'aujourd'hui le nouveau code de l'environnement définit l'économie circulaire et ses mécanismes, la responsabilité élargie des producteurs, l'éco-organisme, tous ces éléments-là, bien qu'on ait quand même beaucoup d'agréments pour la gestion éco-responsable des déchets même dangereux, quand on parle des déchets électriques et électroniques, quand on parle des huiles usagées, voilà, la Côte d'Ivoire commence à se doter d'instruments réglementaires comme ça, mais il y a encore beaucoup à faire à ce niveau. Et ça, Ok. dans la majorité des pays. Il nous manque encore une loi cadre Ok. dédiée à l'économie circulaire. D'ailleurs, j'en profite pour saluer aussi une jeune étudiante qui s'appelle Audrey Oulaï, qui a fait son master sur l'économie circulaire dans la loi ivoirienne Ok. et qui a mis en avant justement les gaps, l'absence de loi cadre qui vraiment structure l'économie circulaire pour la Côte d'Ivoire. Donc, ces initiatives-là, on en a besoin aussi que la jeunesse, ça aussi c'est un défi, que la jeunesse s'intéresse à justement travailler sur ces sujets-là pour faire grandir un peu le pays. Ok. Donc, on a un gap au niveau des instruments juridiques et réglementaires. Mhm. Il y a un gap aussi au niveau financier aujourd'hui parce que malheureusement, les institutions financières ont leur mode de fonctionnement. Quand elles ne maîtrisent pas vraiment un domaine, elles ont du mal à s'engager. Quand elles ne maîtrisent pas les risques, en fait. Donc, il y a beaucoup de sensibilisation à faire à ce niveau-là. Et on a un gap aussi au niveau des capacités. Je dirais que c'est trois gaps principaux au niveau des capacités. Et ça, c'est Ok. pareil dans tous les pays. Oui. Voilà, il faut pouvoir renforcer les capacités des administrations, des décideurs, du secteur privé, des personnes, même du grand public, en fait. Parce que il faut pouvoir partager la connaissance. Voilà, hein, on dit le peuple meurt de manque de connaissances. Donc il faut pouvoir partager la connaissance pour que chacun puisse se rendre compte de l'importance que ça a et puis poser les bons jalons. Donc même au niveau de l'éducation, pouvoir intégrer l'économie circulaire dans l'éducation, depuis la maternelle même en fait. Parce que c'est quand on est enfant qu'on doit apprendre à ne pas jeter par terre déjà, ou on doit apprendre à ne pas gaspiller. Donc c'est des petites notions qui commencent dès le bas âge et qui doivent pouvoir se terminer même après l'université. Totalement aligné avec vous. Je vois aussi ces défis-là dans d'autres domaines, surtout au niveau de la loi cadre et puis au niveau financier. À ce propos, l'ambassade du Royaume-Uni avait organisé en mars cette année une journée autour du climat avec des thématiques financement. Donc, c'est pour dire combien ces éléments-là sont importants et C'est ça, d'actualité. c'est ça, c'est ça.
Je pense qu'on atteint un peu la fin, mais j'ai encore quelques questions. Euh, Allez-y. merci. Avec les exemples que vous avez mentionnés, les mouches noires soldats, je sens qu'il y a des expériences qui sont effectuées. Est-ce que ces efforts, est-ce que ces pratiques que vous avez mises en place, ou bien que les autres pays, que ce soit des pays comme le nord des pays développés, ont mis en place, est-ce que ces éléments-là sont facilement transférables de telle sorte que, du moins, les leçons puissent être rapidement tirées et qu'on ne reparte pas chaque fois de zéro à chaque effort pour intégrer l'économie circulaire dans les pratiques, dans les habitudes du pays? Bien sûr, bien sûr. Mais je pense que aujourd'hui, c'est l'objectif qui est visé. Voilà. Ok. Nous, à la cellule, on a un portefeuille de projets pilotes qu'on doit pouvoir mettre en place, qui aura justement ce rôle-là de prouver que ça marche et de tirer les leçons pour le passage à échelle. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on a quand même beaucoup d'initiatives, hein. On a une structure qui transforme les troncs de bananiers en sacs, par exemple, parce que le tronc de bananier, c'est quelque chose qui est très mal exploité. On a tout ce qui est charbon avec les coques de cacao, les noix de coco, etc. Tout ce qui est fertilisant bio, tout ce qui est même compostage, simplement. On a des personnes qui valorisent les plumes de volaille aussi en engrais ou Wow. en d'autres choses. Donc il y a vraiment beaucoup d'initiatives qui restent encore à petite échelle parce que à cause des différents gaps déjà que je vous ai présentés. Et puis derrière, justement, l'idée, c'est de voir comment on peut les accompagner pour passer à échelle. Sauf que l'économie circulaire demande un réel changement de paradigme. On ne peut plus passer à échelle comme on passait à échelle avant avec des grosses usines centralisées et puis aller collecter tout ce qui se à des kilomètres et des kilomètres pour venir produire en fait. Ok. Il faut qu'on pense vraiment circuit court, production locale, économie locale, etc. Donc c'est vraiment de pouvoir voir comment on peut répliquer les différents modèles. C'est en ça que bien qu'en Côte d'Ivoire, on a la chance d'avoir un État qui est vraiment impliqué à 100%. D'ailleurs, le ministère de l'Environnement a sorti une stratégie nationale d'intégration et de promotion de l'économie circulaire. Donc c'est pour dire que le pays, il y a une volonté politique. Ça, c'est sûr et certain. Mais la volonté politique aussi ne peut pas exister seule. Il faut aussi une volonté des populations, une volonté du secteur privé, une volonté des étudiants, une volonté des chercheurs, une volonté d'un peu tout le monde pour que chacun puisse contribuer à travailler pour que les éléments qui nous permettent justement de voir quel type de modèle on peut mettre en place pour développer le milieu rural, par exemple. Mhm. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, beaucoup d'Ivoiriens quittent l'intérieur du pays pour venir à Abidjan. Abidjan est saturé. Donc, l'économie circulaire peut répondre à la création de richesses dans les villes de l'intérieur pour garder la population là-bas et leur permettre d'avoir une vie vraiment confortable, en fait. Mais aujourd'hui, c'est vraiment l'objectif, de voir comment on peut passer à échelle. Voilà. Ça tombe à pic parce que euh, ce que j'apprécie, c'est le fait qu'en fin de compte, c'est qu'est-ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on veut en tant que population, qu'est-ce qu'on veut en tant que entreprise. Est-ce que vous avez des recherches ou bien des sondages que vous avez effectués qui vous permettent de donner avec assurance, est-ce que vous sentez que l'individu a un intérêt actuel? C'est vrai que je pense que c'est clair que on devrait aller vers l'économie circulaire. Mais est-ce que au niveau de la perception, est-ce que vous sentez que l'individu a un intérêt? euh, Pour l'instant, en tout cas, je n'ai pas à ma connaissance une étude statistique Ok. qui a permis de pouvoir poser la question aux populations. Ce que je constate, parce que c'est quand même récent, hein, ça fait à peine, voilà, c'est quand même récent. Ce que je constate, c'est que ça dépend des personnes. Vous savez, vous pouvez avoir des fumeurs, ils savent que fumer, c'est pas bon, mais ils vont continuer de fumer. Voilà. Et à chaque fois qu'on demande de changer un comportement, Oui. même si vous avez conscience de l'intérêt que ça peut avoir pour vous, c'est pas évident le passage à l'acte pour le changement de paradigme en question. Cependant, de l'expérience que j'ai pu avoir en Côte d'Ivoire et même dans d'autres pays,
une partie du problème se situe dans la perception même de ce que c'est que l'économie circulaire. Une fois que c'est vraiment compris, on voit souvent des lumières qui s'allument dans les yeux à différents niveaux, même au niveau d'un ménage. Waouh, je peux économiser de l'argent. Et du coup, tout de suite, les idées arrivent seules. Ah, je peux récupérer ma bouteille en plastique pour faire une trousse pour mes enfants pour aller à l'école. Ça me fait ça en moins à acheter. Je peux faire des pots à crayons pour les enfants, pour qu'ils arrêtent d'éparpiller ces crayons. Je peux faire des rangements avec mes boîtes à chaussures, etc. C'est pas de grands... C'est pas des processus qui sont complexes, mais c'est juste la réutilisation de certaines choses, un peu de créativité, d'imagination. Et on se rend compte qu'on économise de l'argent. Et du coup, quand le gain direct est bien perçu, rapidement, les idées fusent et puis on arrive à avoir un meilleur changement de comportement. Pareil dans les entreprises, pareil chez les décideurs. Néanmoins, vu que le concept n'est pas encore suffisamment vulgarisé, beaucoup de personnes ont encore du mal à comprendre ce que c'est. Et il y en a certains qui ont du mal à voir la valeur ajoutée puisqu'ils sont déjà dedans. Ceux qui donnent même leur reste alimentaire à leurs animaux, ils sont naturellement dedans, en fait. Donc, ils ont du mal un peu. Enfin, pour eux, c'est normal. Voilà. Donc, il n'y a pas beaucoup de changements à faire. Mais en tout cas, on a des programmes de changement de comportement qu'on va déployer bientôt pour vraiment comprendre, en fait, quels sont les obstacles socioculturels. Parce qu'aujourd'hui, on n'a toujours pas. Il y a beaucoup de ménages qui n'ont pas de poubelle dans leur maison. Ce geste-là, cette notion-là même de jeter dans la poubelle, beaucoup ne l'ont pas. Ils vont mettre ça dans des sachets ou bien ils vont juste faire des tas qu'ils vont mettre devant la porte ou bien dans un coin, de temps en temps, ils vont brûler. Donc il faut qu'on comprenne d'où ça vient. Moi, dans mes petites recherches, je me suis rendu compte que au village, prendre une banane, la manger, jeter la peau, ça n'a pas de conséquences directes puisque la peau de banane va se décomposer. Par contre, quand j'ai un sachet plastique, mais qu'on m'a pas vraiment fait comprendre que c'était différent, mais le geste, il va rester de jeter par terre. Donc, j'ai pas conscience que je fais quelque chose de mal. J'avais l'habitude de le faire avec la peau de banane. Pourquoi avec le sachet plastique, ça sera différent? Surtout que c'est pas moi qui a amené ça. Ça répond à un besoin de ma part. Donc, il y a vraiment, je veux dire que il y a beaucoup de choses qui sont ancrées en nous depuis très longtemps, qu'il faut prendre surtout au bas âge. Voilà, c'est pour ça qu'on se dit que c'est dès l'école qu'il faut commencer à comprendre ce que c'est que l'économie circulaire, pour qu'en grandissant, ce soit beaucoup plus facile. Parce que pour changer des habitudes, il y a des pays en 40 ans, ils sont pas arrivés à un taux de 100% de tri à la source, par exemple, alors que ça fait au moins 20 ans qu'ils ont commencé l'initiative de tri à la source et la qualité, elle n'est pas encore au rendez-vous. Le défi est là. Je pense que la population va en prendre conscience de plus en plus avec tous les projets qui vont être mis en place. Ceux qui achètent déjà la protéine de mouche soldat noir voient qu'ils ont une protéine moins chère que le soja, qui ne va pas fluctuer en fonction d'une guerre en Ukraine, etc. Donc, ils vont rapidement se rendre compte, même au niveau des engrais aujourd'hui, tout ce qui est compostage, etc. C'est des choses que les gens commencent à consommer parce qu'ils se rendent compte que euh, ça préserve le sol. On n'est même plus... je me suis promenée dans des plantations de cacao à Yamoussoukro. Les gens, ils disent qu'ils ne mettent même plus d'engrais, même. Ils veulent même plus mettre d'engrais dans les sols parce qu'ils se rendent compte que le pied de cacao meurt beaucoup plus tôt que quand il n'y avait pas. Parce que l'engrais chimique, certes, il a de la production, mais sur le long terme, là, ça appauvrit et déstructure tellement le sol que le pied de cacao va mourir 10 ans plus tôt que prévu. Donc, ils sont il n'y a pas besoin de sensibilisation pour ça, ils ont vu. Donc, en fait, eux-mêmes, ils sont en quête d'engrais beaucoup plus naturels, qui seront peut-être moins, je vais pas dire moins performants parce que tout le monde veut du rendement, mais je veux dire au moins qui auront un impact sur la structure du sol, parce qu'on est un pays agricole quand même. Je pense que vous avez maintenant touché la question que je m'apprêtais à poser, c'était toutes les différentes habitudes que chacun peut implémenter à son niveau. Pour moi, je pense que pour une première étape, le message est bien passé. En tout cas, on fera tout pour que ça bien passer au niveau du message qui doit être véhiculé. Donc, je me retourne vers vous, pour votre mot de fin. Simplement, si on devrait retenir
au-delà de tout ce qui est technique, au-delà de tous ces éléments que vous avez donnés qui ajoutent de la substance sur la raison pour laquelle on doit adopter, sur tout ce qui est déjà fait, en tant que message de sensibilisation, quel mot de fin? Je pourrais dire que l'économie circulaire, c'est l'affaire de tous. Qu'on doit chacun déjà prendre conscience. On doit chacun prendre conscience de quelles sont nos habitudes. Quel est notre impact réel sur l'environnement et qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que je pense qu'on est tous capables de refuser des choses dont on n'a pas besoin. Parce que souvent, l'effet de mode nous pousse à consommer plus que nécessaire. Moi, quand je vais au marché, je prends un seul sachet, je mets tomates, oignons, pommes de terre à l'intérieur. Je ne prends pas un sachet pour la tomate, un sachet pour l'oignon, surtout quand c'est la même vendeuse. Des petites choses simples qu'on peut faire déjà pour réduire les plastiques qu'on va jeter. Il faut aussi qu'on repense notre manière de vivre au quotidien. Souvent, un trajet qu'on peut faire en 2 minutes à pied, on va quand même arrêter un véhicule pour faire ce petit trajet-là. Du gaspillage alimentaire, c'est des choses qu'on peut aussi résoudre. Donc j'invite chacun vraiment à se remettre en question et à voir comment il peut apporter sa contribution. Parce que l'économie circulaire, c'est pas qu'une question d'environnement, c'est une question de développement économique en fait. Donc comment chacun peut apporter sa petite pierre à l'édifice pour qu'on arrive à construire le modèle économique circulaire de la Côte d'Ivoire tous ensemble. Merci beaucoup pour ces mots de sensibilisation. Merci d'avoir éclairé la lanterne de tous ceux qui nous regardent, moi en premier. Je rappelle que on a reçu Madame Nora Monet, experte en économie circulaire. J'espère que vous avez tiré beaucoup de choses de cet entretien. Merci. Merci, Monsieur Assis, de m'avoir invité. C'était vraiment un réel plaisir. Plaisir partagé.